alors moi je suis enseignant-chercheur à l'École d'agriculture comparée et développement agricole à AgroParisTech. Donc ma présentation elle va porter sur l'évaluation économique de projets de développement, plus spécifiquement de projets de développement agricole. Et on va essayer de voir comment est-ce que ce type de méthode d'évaluation permet de coupler à la fois une approche à l'échelle de l'exploitation agricole sous l'angle du système de production, et puis de changer d'échelle et de passer à une échelle qui peut être micro-régionale ou nationale. Et en fait, pour le faire, on va illustrer ça avec un cas un peu plus précis, en s'appuyant sur le passage à des systèmes qui relèvent d'une plus grande durabilité et qui sont des systèmes qu'on qualifie souvent d'économes. En entrant en consommation de capital fixe, on verra ça d'un petit peu plus près. Alors, le préalable en fait à l'utilisation de ces méthodes d'évaluation de projet quand on les applique à des cas agricoles, eh bien, c'est déjà de réaliser un diagnostic agraire préalable à l'échelle d'une petite région agricole. Donc, l'idée, c'est de comprendre les évolutions de l'agriculture à l'échelle de cette petite région, d'être capable du coup d'insérer dans la compréhension de ces dynamiques les changements qui peuvent être mis en œuvre alors soit par les décideurs publics, soit à l'initiative des agriculteurs. Là, pour les changements de pratique que je vais vous présenter, ça part bien de la base. Et l'idée, c'est de pouvoir en fait comparer le fonctionnement technique, les performances économiques des différents types d'exploitations qu'on a identifiés dans la région grâce à la compréhension de ces dynamiques, et de les comparer, je dirais, toutes choses égales par ailleurs, c'est-à-dire en se plaçant, c'est tout l'intérêt de travailler à une échelle plutôt micro-régionale, c'est de pouvoir les comparer dans un même contexte d'accès au milieu, un contexte climatique, mais aussi de contexte socio-économique. Alors, ce travail préalable, il vise dans un second temps à coupler ça avec une évaluation de l'impact de la mise en place de tel ou tel projet de développement ou de tel ou tel changement de pratique, pas seulement du point de vue des agriculteurs à l'échelle des unités de production agricole, mais du point de vue de l'économie au sens plus large. Donc ça fait un petit peu de couplage avec la présentation précédente. L'idée, c'est d'essayer de mesurer non seulement les effets économiques directs pour les agriculteurs, mais aussi les effets économiques indirects pour l'amont, l'aval, qui sont connectés au secteur agricole, et d'être capable de tirer le bilan économique de ce projet, de ces changements, à l'échelle soit de l'économie régionale, soit de l'économie nationale. C'est-à-dire que ça peut être envisagé à différentes échelles en fonction de l'ampleur des effets qu'on souhaite mesurer et du type de projet qu'on envisage. Et donc nous, on va regarder ça de façon très concrète sur un cas qui est celui du passage à des systèmes herbagers économes dans le Grand Ouest français. On va regarder ça plus précisément dans une petite région qui est le bocage vendéen, et qui est une région où en fait des agriculteurs ont décidé de changer de mode de fonctionnement de leur système dès le début des années 90. Donc ça nous fait remonter un peu sur le temps long, et l'évaluation que je vais vous proposer, elle va courir sur 20 ans pour vous montrer un peu les effets cumulés qui peuvent être enregistrés. Alors, si on regarde déjà à l'échelle des unités de production et qu'on se place dans la situation dans les années 90, le fonctionnement un peu typique des exploitations laitières qui prédomine largement dans cette région à l'époque, c'est celui-ci, c'est-à-dire une alimentation qui est déjà très largement basée sur le maïs fourrage, et avec un pâturage qui est réduit uniquement au printemps, donc une alimentation des animaux qui repose très largement sur les stocks fourragers, qui explique des niveaux de rendement à l'époque qui sont déjà élevés, et qui est basé derrière et bien sur des rotations extrêmement basiques, déjà très courtes, et une dissociation entre culture annuelle et prairie temporaire un petit peu plus longue durée. Le diagnostic agraire, il nous permet d'envisager comment ont évolué les exploitations qui partageaient ce même mode de fonctionnement et ce même accès aux ressources à l'époque, et ils ont très majoritairement évolué vers ce système de production-là, c'est-à-dire un renforcement encore de la place du maïs fourrage dans l'alimentation, de la distribution concentrée qui est au service d'un accroissement du niveau de rendement laitier par vache, avec derrière une place encore plus importante des cultures annuelles et un recul toujours du pâturage dans l'alimentation des animaux, et qui est au service en fait à la fois d'un accroissement de la production par unité de surface
mais aussi d'un accroissement de la production par actif. C'est-à-dire que le corollaire de ces changements, ça a aussi été l'agrandissement des exploitations. Vous voyez que pour maintenir toujours les mêmes 3 actifs, et bien sur 20 ans, on a en moyenne doublé à peu près la surface de ces exploitations. Alors, certains agriculteurs de la région, en partant de la même situation initiale, ont fait des choix différents, qui sont ceux-ci, et qui en fait ont consisté au contraire à accroître de façon très importante la place du pâturage, et le pâturage de prairies bien spécifiques, qui sont des prairies d'association de graminées légumineuses, qui sont conduites sans engrais azotés de synthèse, prairies qui sont associées dans des rotations cette fois de longue durée, qui sont possibles parce qu'il y a une réduction de la place des cultures annuelles, et qui jouent aussi un effet précédent, qui ont permis de réduire aussi les consommations d'intrants sur la conduite de ces cultures annuelles, maïs et céréales. Alors, vous voyez que la place des stocks dans l'alimentation a été très fortement réduite, la place des concentrés aussi, et tout ça est allé de pair avec le choix, plutôt que d'un accroissement du niveau de rendement laitier, au contraire de le modérer légèrement, pour donner priorité à une alimentation qui repose très largement sur le pâturage. Alors, le corollaire de tout ça, eh c'est un niveau d'agrandissement qui a été beaucoup plus faible. Pour maintenir 3 actifs, l'agrandissement de ces exploitations s'est fait plutôt d'un tiers à 50%. Alors, la traduction économique de tout ça, c'est-à-dire qu'on a d'un côté, on arrive à produire la même quantité d'eau par hectare de SAI, mais ici, en se spécialisant, en se concentrant, on va dire, sur les productions à plus haute valeur ajoutée, c'est-à-dire le lait et la production de viande bovine qui est du lait, vaches de réforme mais aussi de lait. Alors qu'ici, vous voyez, il y a l'accroissement de la production par hectare s'est fait non pas au service d'un accroissement de la production de lait par unité de surface, parce qu'on était sous régime de quota, mais c'est fait au profit de la progression des grandes cultures, c'est-à-dire qu'on concentre la production de lait sur une surface de plus en plus faible et on dégage des surfaces supplémentaires pour produire en plus des céréales. Effet économique de tout ça. Alors qu'on peut envisager, et on va commencer à rentrer dans des indicateurs économiques et des performances économiques, qu'on peut envisager par hectare. Donc vous avez là sur le temps long, entre 90 et 2009, l'évolution de la valeur du produit brut, c'est-à-dire de la valeur de la production par unité de surface, qui vous voyez est en chute libre. C'est-à-dire qu'on a beau augmenter la production par unité de surface, il n'empêche qu'en valeur, tout ça a diminué, et de façon quand même assez importante, quand c'est un peu de perte. Il y a des artefacts à la fin parce que c'est une période de forte variabilité des prix agricoles. Et donc une chute très forte qui est liée à l'évolution à la baisse, de façon tendancielle, des prix agricoles. Face à ça, eh bien, les modes de fonctionnement de ces exploitations, on va dire de ces évolutions très dominantes dans la région, elles sont allées de pair avec plutôt une progression à la fois des consommations intermédiaires en volume, que ce soit intrants, aliments, bétail, carburant, etc., et qui sont plutôt des postes où les prix soit ont été stables en une constante, soit ont tendance pour certains à progresser. Et même chose pour les dépréciations annuelles moyennes de capital fixe, c'est-à-dire que là on est dans des calculs qui ne sont pas des calculs comptables, qui sont des calculs économiques, basés sur un travail d'enquête et de modélisation d'un fonctionnement type et des résultats économiques qui sont tirés de ce fonctionnement type. Et là, la courbe est un peu écrasée, mais si on changeait d'échelle, les dépréciations du capital fixe, tout ce qui relève de l'usure moyenne annuelle des équipements, des investissements, elle a tendance à progresser sur cette période. En face de ça, les systèmes herbagers qui ont fait un autre choix technique, eh bien, connaissent là aussi une baisse des niveaux de production qui est même plus forte, on l'a vu, puisqu'on produit la même quantité de lait, un petit peu moins de viande, mais surtout pas de céréales destinées à la vente. Donc par unité de surface, on est sur des niveaux qui sont plus bas. Mais ce choix-là, il a été fait au service d'une diminution absolument drastique des consommations intermédiaires. Et là aussi, sur tous les postes, et là aussi la courbe est un peu écrasée, mais il y a une baisse aussi on va dire, des coûts annuels moyens liés aux investissements et aux équipements, parce qu'on a besoin de beaucoup moins de matériel, on a besoin de plus petites capacités et qu'on va user sur un temps beaucoup plus long. Alors, conséquence sur la valeur ajoutée, qui est l'élément qui permet réellement de mesurer la richesse créée par le secteur agricole, c'est-à-dire produit brut, moins consommation intermédiaire, moins consommation de capital fixe. Vous voyez qu'il y a une chute qui est extrêmement forte par unité de surface pour les systèmes qui sont restés sur une logique d'accroissement de la production par hectare. Là où cette baisse, elle suit quand même la baisse tendancielle des prix agricoles, mais elle est
amorti, on va dire, par les choix techniques de dépendre beaucoup moins des consommations intermédiaires et capitales fixes pour le fonctionnement des unités de production. Et donc ça nous donne un indicateur qui est assez parlant, c'est-à-dire de la richesse qu'arrivent à conserver les exploitations agricoles à partir de la valeur de la production qui est réalisée dans les deux surfaces. Et vous voyez qu'on a ici des ratios qui sont de l'ordre de 20%, alors qu'avec ce choix de modérer un petit peu la production pour réduire de façon très importante les dépenses, eh bien on enregistre non seulement des niveaux de valeur ajoutée par hectare qui sont plus élevés, mais des ratios ici qui sont beaucoup plus conséquents. Alors qu'est-ce que ça donne si on regarde par actif, et qui est une façon de bien mesurer ces deux logiques de fonctionnement, mais aussi de performance économique. Là, vous voyez que ce qui permet quelque part d'amortir un peu la chute, c'est un agrandissement très important dans le cas prédominant, un doublement qui permet bien de continuer à accroître ce qu'on qualifie de productivité physique du travail, c'est-à-dire les volumes produits par actif. Donc, il y a les volumes produits par unité de surface, la surface qu'un actif est capable de prendre en charge, et quand on multiplie ces deux facteurs, on accède à ce qu'on appelle productivité physique, c'est-à-dire la valeur de la production réalisée par actif qui, du fait de l'agrandissement, est quand même plutôt en croissance. Sauf que face à ça, la richesse qui est réellement créée par cette activité agricole, c'est-à-dire la productivité économique du travail, elle est en chute. Les choses sont un peu différentes quand on regarde ce qui s'est passé pour les systèmes à l'âge économe, c'est-à-dire qu'on stabilise cette valeur du produit par actif, et qu'on stabilise aussi la valeur ajoutée, la productivité économique de ce travail, et que cette stabilisation, elle s'est faite avec un agrandissement qui est bien moindre, et qui est directement lié au fait que ces systèmes sont plus créateurs de valeur ajoutée par unité de surface. De la valeur ajoutée, on peut passer au revenu, qui est quand même un élément important qui intéresse les agriculteurs. Voilà ce que ça donne pour les systèmes qui reposent encore largement sur le mesurage. On reprend notre valeur ajoutée ici par actif. Si on enlève tout ce qui relève des taxes, du fermage, des intérêts du capital, et bien voilà ce que ça donne en termes de revenus hors subvention. On passe, c'est là aussi la chute libre, et où en fait ce revenu n'est redressé pour parvenir à un revenu agricole avant MSA qui reste en tendanciel à peu près stable, même s'il y a des fortes variations de prix d'une année sur l'autre, qui n'est rendu possible que par la distribution croissante sur ces 20 années de subventions agricoles. Et avec des taux de dépendance aux subventions agricoles qui atteignent 75% du revenu. Face à ça, on retrouve une valeur ajoutée qui est beaucoup plus stable, un revenu hors subvention qui est aussi beaucoup plus, et un revenu agricole qui, lui, en tendanciel, est même plutôt un petit peu à la hausse. Relativement stable si on sort des MAE systèmes qui ont été perçus à l'époque, c'était les CPE, qui ont été perçus sur cette période-là, mais vous voyez un revenu qui est beaucoup moins dépendant des subventions. Ce sont les agriculteurs qui ont été moins soutenus au travers de la PAC et qui en fait consolident, maintiennent leurs revenus avant tout grâce à leur forte capacité à créer de la richesse, beaucoup plus que par leur capacité à capter des aides publiques. Et donc avec derrière des niveaux d'aide dans le revenu qui sont seulement de 30%. Alors, ces indicateurs, ils ont un intérêt du point de vue des agriculteurs, mais ils renseignent aussi déjà sur l'impact à l'échelle de la petite région agricole. C'est-à-dire d'arriver à maintenir ici des emplois de revenus équivalents tout en mobilisant un tiers de surface en moins, et bien ça veut dire à la clé le maintien d'un plus grand nombre d'actifs agricoles. Et derrière, le maintien d'un plus grand nombre d'emplois agricoles dans la région. Alors, cette échelle-là, elle n'est pas toujours suffisante, elle peut faire ses preuves dans l'analyse pour comparer les systèmes de production entre eux et envisager leur durabilité plus ou moins grande, y compris face aux aléas des prix agricoles, parce que vous voyez ici que le revenu est beaucoup plus stable par rapport à ce qu'on enregistre ici. Mais il n'est pas toujours suffisant pour orienter la décision publique. C'est-à-dire que ces systèmes économes sont un bon exemple, c'est-à-dire qu'on l'a vu, ils vont de pair avec quand même une modération du niveau de production, et puis surtout, en étant beaucoup plus économes, ils font beaucoup moins travailler aussi l'amont. Donc typiquement, ce sont des changements de pratique qui peuvent avoir des impacts économiques importants sur les entreprises qui sont fournisseuses de l'agriculture, mais aussi sur les entreprises qui collectent et qui transforment les produits agricoles. Et donc l'idée, c'était d'essayer de faire le bilan, pas seulement à l'échelle des unités de production, mais en termes d'effets économiques,
à une échelle plus large. Et l'échelle qui a été retenue ici, c'est celui de l'économie nationale plutôt que de l'économie régionale, parce que ça permettait d'envisager l'ensemble des effets à l'échelle de tout l'hexagone. Donc effet direct, je vais ça après, effet direct pour les agriculteurs, on les a déjà envisagés là, mais aussi effet indirect amont et aval. Alors ça veut dire travailler aussi non plus en considérant seulement tel et tel système de production, mais en travaillant à l'échelle d'un groupe, c'est-à-dire en envisageant ces changements de système comme étant un petit projet de développement agricole mis en œuvre par les agriculteurs qui se sont lancés dans ces trajectoires d'évolution. Alors là, c'est sur un petit échantillon, parce qu'on est seulement sur des surfaces réduites. Donc ça, ce sont des exploitations qui se sont toutes ensemble lancées pendant ces 20 années vers un changement de système. Alors vous voyez qu'elles se sont quand même agrandies, elles se sont toutes maintenues pendant ces 20 années, donc y compris les actifs qui sont partis ont été remplacés. On a même installé des agriculteurs en plus, et tout ça, je ne l'ai pas précisé, mais en restant dans une filière de lait conventionnelle, c'est-à-dire un même niveau de filière pour tout le monde. Donc on retrouve la très forte prédominance liée à ce changement des crédits temporaires d'association dans l'assolement. Alors le diagnostic agraire nous permet d'envisager aussi ce que seraient devenues ces exploitations sinon, c'est-à-dire en regardant tout ce qu'ont fait les autres agriculteurs dans la région et plus spécifiquement ceux qui à l'époque mettaient en œuvre le même système de production que ceux des agriculteurs qui sont passés à un système engagé économique. Alors, la reconstitution de ces évolutions, elle nous montre que ces agriculteurs ont pu pour certains se maintenir et que les exploitations de plus petite taille qui étaient présentes initialement ont disparu, c'est-à-dire que ce sont des unités à 2 actifs qui au moment de partir à la retraite n'ont pas créé les conditions pour installer un jeune, contrairement à ce qui s'est passé dans cette évolution-ci. Et donc en fait, on peut comparer deux grands modes de mise en valeur de la même surface pour une même production de lait, mais avec des modes de fonctionnement qui sont radicalement différents et derrière des effets économiques amont et aval, on va le voir, qui sont aussi assez contrastés. Alors, changer d'échelle très rapidement, sans rentrer dans tous les détails méthodologiques, ça veut dire de sortir de la seule échelle des agriculteurs. Et un exemple assez simple, c'est déjà de regarder le chemin que suit le tuto de soja, qui va être consommé par ces éleveurs laitiers, qui passent par des intermédiaires qui font partie de l'économie nationale, en l'occurrence les revendeurs d'aliments de bétail. Et donc ça veut dire s'intéresser à ce que coûte réellement, non pas à l'agriculteur, c'est-à-dire ici le prix du tuto de soja qui est proposé par le revendeur, mais à regarder ce que coûte à la collectivité nationale cette importation, c'est-à-dire la valeur de l'importation du tourteau de soja, indépendamment ensuite non seulement de la marge que va prendre le revendeur, qui quelque part est un transfert, ça reste dans l'économie nationale, mais aussi de tous les fournisseurs qui lui sont liés et qui eux aussi vont travailler, c'est-à-dire que derrière chaque tonne de tourteau de soja qui est consommée par l'agriculteur, vous avez non seulement ce revendeur, mais aussi les salariés qui travaillent chez lui et tous ces fournisseurs qui travaillent et qui sont alors des gens qui eux aussi, pour faire fonctionner leur activité, vont devoir réaliser des importations, et là on est bien sur un coût du point de vue de l'économie nationale, mais qu'on isole en fait ce qui relève de transferts financiers en amont, qui reste dans notre bulle ici de l'économie nationale, par rapport à tout ce qu'il va falloir faire sortir pour s'approvisionner en biens indispensables à la fourniture de ce tourteau aux agriculteurs. Ça c'est de façon très schématique ce qui se passe en amont. Ce qui se passe en aval, par exemple pour le devenir des bovins, c'est là aussi le fait qu'ils sont traités par des entreprises aval pour produire des produits finis, avec là aussi un prix qui est différent de celui qu'on a considéré jusqu'à présent, qui est bien la valeur de ces produits finis, produits bovins finis. Là aussi en tenant compte de tous les coûts de production qui sont liés à l'activité de cet abattoir et qui font travailler autant d'agents économiques présents dans l'économie nationale et qui sont en fait une façon de tenir compte, en plus de ce qu'on a fait jusqu'à présent, de la valeur ajoutée qui est indirectement créée en aval par les collecteurs et les transformateurs. Donc ce sont ces deux éléments-là qu'il faut rajouter pour être capable de dresser l'impact de changement de pratique, d'un projet de développement agricole sur l'économie nationale et plus précisément sur le revenu national net.
Alors on va raisonner ici en différentiel, hein, c'est-à-dire que l'idée, c'est bien de comparer ces deux trajectoires de coût, entre une trajectoire économe et une trajectoire plus classique, en tenant compte de ces effets-là. Alors voilà ce que ça donne, on pouvait s'y attendre. Je vous disais, les productions sont plutôt réduites, donc la valeur des productions qui figure ici est réduite, et on perd aussi en valeur ajoutée. C'est-à-dire que si on fait le différentiel entre ces deux grandes trajectoires sur les 417 hectares qu'on met en valeur, mais en tenant compte non seulement des effets directs pour les agriculteurs, mais aussi des différentiels de création de valeur ajoutée en aval, on est dans le négatif. C'est-à-dire que très clairement, le passage à ces systèmes-là a plutôt contribué à réduire la valeur des productions et la création de valeur ajoutée indirecte aval à l'échelle de l'économie nationale. Sauf qu'il faut faire la balance avec les économies qui sont réalisées du fait des moindres consommations d'intrants, d'équipements, et en isolant dans tout ça ce qui coûte réellement à la collectivité, c'est-à-dire essentiellement ce qui va être importé. Et c'est le cas pour le tourteau, c'est le cas pour une bonne partie des engrais, y compris quand on en fait la synthèse sur le territoire national, parce qu'il faut du gaz pour pouvoir faire ça. C'est le cas aussi d'un nombre croissant d'équipements. Et vous voyez que si on perd en production, on réalise en revanche des économies extrêmement notables du point de vue de l'économie nationale, sur tout ce qui relève des dépenses. Le bilan de tout ça, le voici, sur ces 20 années, en termes d'effets différentiels entre trajectoire engagère et trajectoire basée plutôt sur le fourrage, en termes de contribution au différentiel de revenus national net. Donc on est plutôt sur du négatif au début du projet, qui correspond en fait au fait que les agriculteurs ont mis un petit peu de temps à ajuster leur changement de système, à mettre en œuvre de nouvelles pratiques, parce que c'est un bouleversement systémique qui a été mis en place, c'est pas juste on change un petit peu tel ou tel curseur, c'est vraiment un changement en profondeur du fonctionnement technique et sans appui technique. Donc ça veut dire qu'il a fallu créer le référentiel nécessaire pour se lancer là-dedans, et que ça a quand même pris quelques années. Une fois passé ce cap-là, eh bien, ce qu'on constate, c'est que, y compris les années de forte variation des prix agricoles, et même quand les prix agricoles sont à la hausse, ce qui défavoriserait plutôt, on va dire, les exploitations qui modèrent un petit peu leur niveau de production, eh bien, on enregistre quand même une contribution nette de ces changements de pratiques agricoles à la création de revenus nationaux. C'est-à-dire que sur ces 20 années, le passage à ces systèmes plus économes, il a contribué à l'enrichissement national. Alors, une autre façon d'envisager les choses, c'est de ne pas s'arrêter seulement au cumul, c'est-à-dire à la contribution globale au revenu national net, mais de dire dans cette opération, il y a peut-être des gagnants et des perdants. Et donc, c'est de regarder comment se répartit ce revenu national net cumulé sur 20 ans entre les différentes catégories d'agents économiques qui ont été concernés. Alors, on retrouve nos agriculteurs, qui sont les grands bénéficiaires de l'opération, mais c'est aussi ce qui explique que sur les seuls 417 hectares qu'on considère ici, il y a quand même 4 emplois agricoles en plus qui ont été maintenus, 13 contre 9, ce qui est quand même énorme. Ça veut dire qu'en fait, sur ces 20 années, le passage à ces systèmes herbagés, il a contribué à maintenir 50% d'emplois agricoles en plus, ce qui est quand même assez conséquent compte tenu de l'érosion des emplois agricoles qu'on mesure sur le temps long en France. Alors, ça passe, on l'a vu, par des inconvénients pour d'autres agents économiques, qui sont les agents amont et aval. Alors, à la fois les bénéfices qui sont perçus par les entreprises, les intérêts qui sont touchés par les banques qui travaillent avec ces secteurs-là, mais aussi avec le secteur agricole. Et puis, la main-d'œuvre qui travaille en amont et en aval, qu'elle soit qualifiée, c'est-à-dire des actifs qui peuvent retrouver sans trop de soucis du travail, ou qu'elles soient non qualifiées, ce qui est un peu plus ennuyant. C'est-à-dire des actifs qui risquent, eux, de se trouver au chômage s'ils ne sont pas employés dans ces entreprises fournisseuses ou collecteuses transformatrices. Autre agent économique qui est avantagé par ce dispositif, qui a été avantagé par ce changement de système, et bien c'est l'État, dans la mesure, en fait, il a perçu moins de taxes, mais il a eu moins de subventions à verser. Donc il y avait un effet positif, y compris sur le budget de l'État. Alors ce qui est intéressant, ce n'est pas seulement la contribution au revenu national net, c'est aussi de regarder ce qu'il en est en termes de bilan d'emploi. Et voilà ce que ça donne si on regarde les emplois créés en plus, auxquels on accède indirectement en regardant le différentiel de revenus agricoles qui a été créé en plus dans les emplois de ces systèmes engagés par rapport à une situation de climat.
par rapport aux revenus qui ont été perdus par l'amont et l'aval. Et dès qu'on est rentré en rythme de croisière, sur un différentiel qui est en faveur de l'emploi, tout secteur d'activité confondu. C'est-à-dire qu'on a le passage à ces systèmes a davantage contribué à maintenir des emplois agricoles qu'il n'a empêché la création d'emplois en amont et en aval. Alors pour conclure, donc dans le contexte productif actuel, et qui révèle très bien ce cas-là, c'est-à-dire une baisse tendancielle des prix agricoles qui est beaucoup plus forte que celle des consommations d'emprunt et du capital fixe. Donc on n'est plus du tout dans la situation des années 50, 60, 70 où ce grand modèle d'accroissement de la production par hectare et par actif a été pensé. Il y a évidemment un intérêt réel à repenser les modes de fonctionnement des exploitations, leur logique de fonctionnement, mais y compris de repenser aussi les indicateurs économiques qu'on se donne pour mesurer ça. Pour le faire, mais il y a quand même un intérêt à la fois se situer à une échelle où on peut comparer les choses, le choix ici d'une échelle micro-régionale, et si possible de s'inscrire dans la durée. Ça veut dire aussi de se donner d'autres indicateurs économiques qui ne mesurent plus la productivité physique, c'est-à-dire qu'on va dire avoir les yeux rivés uniquement sur les volumes. On voit qu'au plan économique, à la fois à l'échelle des unités de production, mais aussi du point de vue de l'économie régionale, nationale, ça pose des soucis et que ça veut dire de repenser, de changer son fusil d'épaule et de se centrer beaucoup plus sur la productivité économique du travail, c'est-à-dire la valeur ajoutée liées aux activités, qu'elles soient agricoles ou indirectement liées au secteur agricole. Ça veut dire aussi, et là ça renvoie là aussi au contexte actuel, d'aléas, notamment d'aléas des prix, de regarder aussi l'impact en termes de stabilité sur ces revenus agricoles et le fait de s'inscrire sur le temps long permet de faire quelque part des tests de sensibilité au prix qui permettent de mesurer ça. Et puis c'est de plus en plus, et aussi parce que l'agriculture est un secteur qui est soutenu au travers des subventions qui en fait sont de la richesse créée par d'autres secteurs d'activité, et que quelque part le soutien de ce secteur-là de façon prioritaire passe aussi par le fait qu'il doit faire sa preuve non seulement en termes d'aménagement territoire, des espaces, si possible de façon plus durable, mais aussi sur des effets économiques qui, si possible, doivent être positifs quand on envisage l'impact de l'agriculture à une échelle plus large et donc en tenant compte des effets économiques directs, mais aussi indirects à et aval. Voilà. Merci bien.